Bonjour à tous. Après 78 jours de résidence surveillée sans aucune notification légale et sans aucune décision de justice, le professeur Maurice Kamto a observé la levée du dispositif sécuritaire autour de sa résidence à Yaoundé. La levée du blocus a fait la une de la presse camerounaise. Le journal Mutation s'interroge. Le président du MRC va-t-il poursuivre la résistance, sachant qu'il est dans le viseur du pouvoir? Pour le quotidien Le Jour, le leader du MRC affiche un engagement intact et invite les militants de son parti à rester mobilisés car pour lui, la lutte n'a pas encore commencé. Au regard des menaces du gouvernement et ses multiples mises en garde adressées au professeur Maurice Kamto, la nouvelle expression y voit plutôt la peur d'un gouvernement qui s'est lancé dans une rigoureuse répression contre un leader politique. Selon le journal Cameroun Tribune, cette levée du blocus et la libération de certains militants du MRC sont des mesures d'assouplissement en faveur des opposants à l'origine de velléités insurrectionnelles étouffées dans l'œuf. Cependant, la communauté internationale a un autre regard. Les arrestations, détentions arbitraires et poursuites devant les tribunaux militaires d'opposants sont le dernier épisode de la répression des autorités camerounaises contre les voix dissidentes. Selon Amnesty International, ceux qui en ont payé le prix le plus fort se sont vus infliger les peines de prison sur la base d'accusations non fondées, alors qu'ils n'ont fait qu'exercer leur droit à la liberté de réunion et de manifestation publique. Dans un état de droit, qu'est-ce qui peut expliquer ce bras de fer juridico-politique sur fond de répression et de musellement des voix dissidentes, alors que le porte-parole du gouvernement déclare que le chef de l'État, Paul Biya, est attaché au dialogue et à la concertation dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels le Cameroun est confronté. Le docteur Christophe Femeniou reproche au président Paul Biya son manque de sincérité. Sur le conflit anglophone, il estime que le chef de l'État ne joue pas franc jeu. Dans une interview accordée au quotidien Le Jour, le directeur Afrique du National Democratic Institute s'insurge contre la posture du chef de l'État qui, selon lui, aggrave la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. En plus, il doute que les élections régionales sauvent des vies dans les régions en guerre depuis près de 3 ans et demi. Pourtant, le ministre de la Communication se félicite au nom du gouvernement de la bonne tenue de ces élections régionales, preuve selon lui de la maturité du peuple camerounais qui pourra ainsi participer pleinement à la gestion de leurs affaires au niveau local. Cette décentralisation annoncée à grand renfort de publicité va-t-elle mettre fin à ce conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest? S'agit-il d'une déconcentration apparente ou d'un réel transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales décentralisées? Ces questions brûlantes d'actualité constituent la lame de fond de Droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau le professeur titulaire Pascal Charlemagne Moussanga Nyamding. Bonjour. Bonjour Cédric Anoufélé, bonjour à tous les co-panélistes, y compris ceux qui continuent à critiquer au quotidien ce régime. Alors vous voyez bien qu'ils sont sur un plateau où on s'exprime librement et on peut tout dire au regard de cette revue de la presse ici présentée sur le régime et sur Paul Biya. Je vous remercie à vous et à tous les téléspectateurs parce que tout à l'heure nous serons encore ensemble. Merci. Vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC, oui. Enseignant d'université, professeur titulaire. Merci d'être avec nous ce dimanche. Et juste en face de vous, il est avocat au barreau du Cameroun, maire adjoint à la commune de Bafoussam 1er, maître Lavoisier Tsapi. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour aux copanélistes à cette très grande émission de droit de réponse d'Equinox Télévision. Je voudrais, avec votre permission, Cédric, dire un bonjour spécial au président national du SDF, le chairman John Fundi, qui a présidé une très importante réunion du comité exécutif national de notre parti à Yaoundé, où des bases solides de la relance du SDF ont été prises pour que notre parti reste le parti à l'avant-garde de la lutte pour le changement au Cameroun.
Et je voudrais très rapidement poser le problème des cartes nationales d'identité au Cameroun. Il est vrai, ça n'entre pas dans l'ordre du jour, mais je voudrais, à l'entame de cette émission, interpeller le délégué général à la Sûreté nationale sur le problème des cartes nationales d'identité. Il est inconcevable dans notre pays que des gens demandent les cartes nationales d'identité et passent 1 année, 2 années sans que ces cartes leur soient délivrées. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la délégation générale à la Sûreté nationale pour que les Camerounais souffrent tant pour l'obtention des cartes nationales d'identité. Je crois qu'il est temps que le pouvoir prenne ce problème très au sérieux, que les Camerounais ne soient plus frustrés dans l'obtention des cartes nationales d'identité dans notre pays. Vous êtes, vous l'avez dit, cadre militant du SDF. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de Droit de Réponse, il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de Réponse. Edmond Kamgia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les copanélistes. Je salue en renouvelant mes amitiés et ma sincère affection aux millions de téléspectateurs fidèles de l'émission Droit de Réponse. Le 4e panéliste est un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Pierre-Emmanuel Bignam. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à mes copanélistes, bonjour également à tous les téléspectateurs de l'émission phare dominicale Droit de Réponse qui s'inscrit dans la conscience collective comme étant une habitude de consommation en matière de débat au Cameroun et en Afrique de l'Ouest. Alors, un bonjour particulier au président élu, le professeur Maurice Kamto, qui est une icône aujourd'hui dans notre pays en matière de lutte politique, en matière de lutte afin que les droits de l'homme soient respectés dans notre pays. Et puis également un bonjour à tous les militants du MRC qui sont incarcérés injustement dans les geôles du dictateur Paul Biya. Pierre-Emmanuel Bignam, je reste avec vous pour cette première escale de cette émission, la libération, du moins la levée du blocus autour de la résidence du professeur Maurice Kamto, intervenu cette semaine. Selon le journal Cameroun Tribune, c'est une mesure d'assouplissement en faveur des militants du MRC, à l'origine, selon Cameroun Tribune, des velléités insurrectionnelles qui ont été étouffées dans l'œuf. Et le ministre de la Communication précise dans ce sillage que la situation du professeur Maurice Kamto continue de faire un examen approfondi de la part de la justice et des autorités administratives. Comment vous réagissez à la suite de cette levée du blocus et ces réactions des autorités gouvernementales ? Nous connaissons tous la ligne éditoriale de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a perdu toute crédibilité de la part de l'opinion publique nationale et internationale à partir du moment où ils se sont joints à la télévision nationale, CATV, pour véhiculer une fausse identité des agents de Transparency International dans le but de légitimer une élection qui a été volée au président élu Maurice Kamto. Donc à partir de ce moment, Cameroun Tribune, avec ses positions, n'inquiète personne. Nous connaissons quelle est leur position. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le communiqué que le porte-parole du gouvernement, le ministre René Sadi, a pondu mardi. Ça a été fait, rédigé, je crois, lundi et publié mardi. Dans ce communiqué, on lit clairement, on n'a pas besoin de connaître comment est-ce qu'on fait l'analyse d'un texte. Même un bébé lit clairement dans ce communiqué que le gouvernement camerounais a arrêté le président élu Maurice Kamto avec tous ses cadres du parti afin qu'il n'empêche pas le déroulement des soi-disant régionales. C'est ce qui transparaît dans ce communiqué, tout simplement. Alors, ça nous amène à comprendre que, en fait, celui qui donne le pouls sur la politique aujourd'hui au Cameroun, le principal acteur de la vie politique au Cameroun aujourd'hui, c'est le président élu, son Excellence Maurice Kamto. C'est la leçon que moi je retiens. Maintenant, quant à ce qui concerne son arrestation, je peux qualifier ça d'arrestation parce que laissez-moi vous dire une chose. Les prisonniers
ont souvent le droit de demander des permissions de sortie. Il y a des prisonniers qui font des sorties. Il y en a qui sortent pour des corvées, il y en a qui sortent pour des événements qui peuvent leur arriver, de malheur et autres. Et ces autorisations sont souvent délivrées par le tribunal. Donc, mais dans le cas du professeur Kamto, il n'avait aucune possibilité de se mouvoir, ni d'aller, ni de revenir. Et ce qui est encore plus intriguant dans cette histoire, c'est que non seulement c'est la personne Kamto qui était séquestrée, mais son épouse était séquestrée. Ses enfants étaient séquestrés. Ses neveux étaient séquestrés. Ses nièces, sa belle famille, tous ceux qui vivent dans sa maison, sa ménagère, ses vigiles, tous ceux qui sont dans sa concession étaient séquestrés. Il y avait les étudiants dans cette concession qui devaient aller à l'université, qui ont perdu le cours pendant près de 3 mois. Est-ce normal? C'est cet état de droit que nous voulons léguer à nos générations futures. Donc ça veut tout simplement dire que lorsque le président Paul Biya ne sera pas là, il va falloir que une chasse soit ouverte contre sa famille ou contre lui et sa famille. Je pense que ce n'est pas ce Cameroun que nous voulons léguer aux générations futures et même aux générations présentes. Le régime du président Paul Biya a encore une fois de plus montré un visage hideux, horrible, du niveau de dictature dans laquelle est plongé notre pays. Et c'est dommage parce que nous pensons que le Cameroun peut faire mieux. Il est inadmissible. Quand on regarde, on peut faire une analyse sur 3 approches par rapport à ces arrestations-là. La première approche est la position du MRC par rapport à ces arrestations, c'est-à-dire que celle du concerné lui-même, président élu Maurice Kamto, et puis du collectif d'avocats. Le président élu Maurice Kamto lui-même, il s'est interrogé dans sa sortie le même jour où on a levé ce fameux bouclier, ce camp militaire. Il s'est interrogé en disant au nom de quoi certaines personnes peuvent prendre sur eux de priver de liberté d'autres dans un pays comme le nôtre. Il est inadmissible qu'il soit séquestré chez lui pendant près de 3 mois. Cela ne s'explique pas. Cela ne s'explique pas. Et il a dit ceux qui pensent le faire, croyant qu'ils vont l'intimider et croyant que le MRC allait prendre un coup et la lutte, ils se trompent. Parce qu'ils doivent retenir que la lutte ne fait que commencer. Nous n'avons même pas encore commencé la lutte. Le professeur Kamto l'a bien expliqué. Maintenant, pareil dans le rapport du collectif d'avocats du MRC, c'est une indignation qui prouve tout simplement que la séquestration du professeur Kamto n'avait aucune base juridique. Aucune base juridique, jusqu'à preuve du contraire. Et le troisième point ? Maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point concerne ce que pense l'opinion nationale. L'opinion nationale, on a vu les sorties des responsables des partis politiques, comme le SDF, l'UPC et autres, qui se sont indignés, et même de la société civile, pour condamner cette séquestration et ces arrestations arbitraires. Pareil maintenant sur ce que pense la communauté internationale. On a vu la sortie des experts des droits de l'homme des Nations Unies en mi-octobre de cette année, qui ont demandé à la libération immédiate et sans condition, non seulement du domicile pour Sir Kamto, de sa famille, et puis de tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette marche pacifique du 22 septembre, sans compter les réactions de Amnesty International, de Human Rights Watch et d'autres organisations. Donc c'est un abus et c'est une démonstration de la dictature en l'état pur du régime de Paul Biya. Après vous, Pierre-Emmanuel, Edmond Kambie assure cette sortie du gouvernement à la veille de la levée du blocus devant la résidence du professeur Maurice Kamto. La Nouvelle Expression estime que le gouvernement a avoué sa peur des actions politiques qui pouvaient être menées par le président du MRC. Pourquoi vous en êtes arrivé à cette conclusion ? C'est tout à fait clair. Rappelez-vous, lors d'une sortie, avant les élections régionales, il y a eu une première sortie, une forte sortie du ministre de l'administration territoriale qui mettait en garde tous ceux qui pourraient nuire ou empêcher l'organisation des élections régionales, que tous ceux-là qu'ils fassent attention, parce que si des gens décident de poser des actes qui visent à empêcher l'organisation sereine des élections régionales, ceux-là passeraient sous le coup de la loi.
C'est ce qu'il avait dit le ministre de l'administration territoriale 2 ou 3 mois avant les élections. Et on a vu que à la suite du communiqué du leader du MRC qui annonçait l'éventualité des marches pacifiques au cas où les élections régionales étaient organisées, que la possibilité pour ce parti-là de déclencher des marches qui viseraient à faire partie Paul Biya, on a senti une sorte de fébrilité au sein du pouvoir. Et dans la sortie, je le rappelle, du MINAT à l'époque, il disait que ceux-là qui porteraient atteinte aux institutions ou empêcheraient l'organisation des élections régionales se retrouveraient dans une situation telle qu'ils ne pourraient être en liberté qu'après les élections régionales. C'est ce qu'il avait dit. Et on a bien vu qu'avec les marches pacifiques du 22 septembre, plusieurs centaines de militants et sympathisants du MRC ont été arrêtés. Certains l'ont été à la veille du 22 septembre. C'est-à-dire des personnes qui n'ont même pas marché. C'est le cas du porte-parole du président national du MRC, Bibou Nissa, qui a été arrêté à la veille et dont le président lui-même a été contraint, séquestré chez lui à la veille du 22 septembre. Beaucoup d'autres ont été arrêtés pendant les marches et d'autres encore ont été arrêtés après les marches. Donc, il y a une situation d'avant le 22 septembre, pendant et après le 22 septembre. Et si l'on s'en tient à la position prise par le MINAT, qui révèle la frilosité et la fébrilité du gouvernement, qui visiblement a effectivement pris peur de la possibilité pour le MRC d'engager des marches qui tendraient à faire partie Paul Biya, d'un. De deux, l'aveu même qu'il serait ceux-là mis dans une situation telle qu'on ne pourrait les voir comment on peut les libérer qu'après les élections. Et on voit bien que les choses se passent effectivement telles que le gouvernement, à travers le MINAT, l'avait dit. Après les élections régionales, après que plusieurs centaines de militaires et sympathisants du MRC ont été embastillés, on voit bien que c'est de manière progressive qu'ils ont commencé à mettre dans une situation normale, c'est-à-dire à libérer ceux qui avaient été, pour la plupart, arrêtés de manière arbitraire, détenus de manière arbitraire, et pour lesquels, je dois le rappeler, le comité des experts de l'ONU avait demandé absolument de libérer tous ceux qui ont été arrêtés avant, pendant et après le 22 septembre dans le cadre des marches pacifiques. Il y a eu, il faut le rappeler également, la sortie du président Emmanuel Macron, le président français, qui allait dans le sens de détendre l'atmosphère politique, de faire en sorte que la classe politique camerounaise puisse se renouveler, qu'il y ait des gestes d'ouverture de la part du président Paul Biya. Et tout ce que Emmanuel Macron a dit a été relayé par son ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian, qui a demandé avec insistance la libération de toutes les personnes arrêtées. Et c'est pour cela que nous pensons que, au-delà de l'affirmation faite par le gouvernement de ce que ceux qui seraient arrêtés pourraient être libérés après les élections régionales, et on l'a bien vu à travers le communiqué du ministre porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, il a dit qu'ils seront progressivement, ils seront libérés au cas par cas. Et cela nous suscite des interrogations. Pourquoi seraient-ils libérés selon les cas des uns et des autres, alors qu'ils ont pratiquement été tous arrêtés de manière arbitraire, détenus de manière arbitraire dans les mêmes circonstances? Plus grave, on constate que un certain nombre d'entre les personnes arrêtées et détenues arbitrairement, pour les uns ont été jugés devant les tribunaux civils, pour les autres ont été jugés, et c'est la plupart d'entre eux qui ont été jugés devant les tribunaux militaires en violation des directives, n'est-ce pas, des directives de la Commission africaine des droits de l'homme. C'est pour vous dire qu'en réalité, il y a eu effectivement la peur, pour répondre à votre question, il y a eu la peur du gouvernement vis-à-vis de ce que le MRC, qui depuis 2 ans, 3 ans pratiquement, contrôle l'agenda politique du Cameroun, mais également il y a eu le fait que la pression internationale, à travers la France, à travers le Conseil de sécurité, qui, derrière les messages du secrétaire général de l'ONU ou de son porte-parole, ou à travers le comité des experts de l'ONU, ont agi.
et faire en sorte que le plus tôt possible et sans délai, que toutes les personnes soient libérées. Il est vrai, on s'attendait à ce qu'ils soient, pour la plupart et tous, vite libérés, mais mieux vaut tard que jamais. Mais ils ne sont pas tous libérés. Après vous, Edmond Kamga, Maître Lavoisier s'appuie sur les procédures enclenchées à l'encontre de ces leaders politiques de l'opposition. Quel regard portez-vous sur leur situation? 78 jours de mise en résidence surveillée de fait pour le professeur Maurice Kamto, d'autres traduits devant le tribunal militaire, des arrestations qui se sont multipliées ces 4 et 5 dernières semaines. Quel regard portez-vous sur cette situation? Oui, Cédric, la situation elle n'est pas reluisante pour notre démocratie. Parce que dans le contexte des militants du RMRC, c'est assez surprenant que c'est le ministre de la Communication qui annonce les libérations et qui indique que les libérations vont être faites au cas par cas. Est-ce que le ministre de la Communication au Cameroun est devenu le procureur général? Comment des gens qui sont traduits en justice, c'est le ministre de la Communication qui annonce leur libération et qui précise même les circonstances dans lesquelles on va les libérer? C'est la preuve de ce que nous dénonçons dans l'opposition, à savoir que nous n'avons pas une justice libre au Cameroun. Nous avons une justice qui est manipulée par l'exécutif. Mais je pense que pour comprendre le comportement du gouvernement vis-à-vis de l'opposition camerounaise en général et du MRC en particulier, il faut faire une inclusion dans l'histoire. Parce que tant qu'on n'a pas fait une inclusion dans l'histoire pour comprendre pourquoi ceux qui nous gouvernent se comportent comme ça, on ne comprendra pas. Il faut revoir que ceux qui nous gouvernent maintenant tiennent leur pouvoir de la France. C'est les suppôts du pouvoir français, colonial français. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Comment est-ce qu'on explique ça? En 1954, la France perd l'Indochine, l'actuel Vietnam. En 1958, Ahmed Sékou Touré en Guinée dit non au général de Gaulle. De Gaulle avait peur que le nom de Sékou Touré contamine les autres États francophones. D'autant plus que en 1960, la guerre d'Algérie se déclenche. La France voit qu'elle est en train de perdre tout ce qui faisait sa force, les colonies qu'on exploitait. La France engage maintenant un processus avec le général de Gaulle, soit de liquider les oppositions dans les États africains, de liquider les leaders de l'opposition, et le Cameroun en a subi le plus grand coup, soit de mettre au pouvoir ses suppôts. Et c'est dans ce contexte que Oumniobé est liquidé, Félix Moumié est liquidé par un agent de service secret français qui n'a jamais été poursuivi, Wandié est liquidé. Et pourquoi ces gens sont liquidés? Mais il faut revenir là-dessus. L'UPC réclamait l'indépendance, l'unification du Cameroun et la démocratie. Voilà des gens qui réclament l'indépendance d'un pays, la réunification avec la partie anglophone, et qui sont tués pour ça. Maintenant, il faut comprendre que le président Paul Biya a fréquenté en France. Quand il vient au Cameroun, il est recommandé par Ojoula. Le docteur Ojoula, qui est fondateur des hôpitaux à l'UTM au Cameroun. Donc, Paul Biya, c'est un pur produit de la France. En 1958, c'est la France qui renverse André-Marie Mbida pour installer Ahidjo. Parce que André-Marie Mbida n'était pas prêt, il avait manifesté les velléités de ne pas suivre la France dans le sens qu'il voulait donner à l'indépendance du Cameroun. On le renverse, on met Paul Biya, on met Amadou Ahidjo. Quand Amadou Ahidjo tente de diversifier le partenariat camerounais et se tourne vers la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, etc., très vite il est balayé et remplacé par Paul Biya. On a parlé de démission d'Amadou Ahidjo en 1982, mais on sait comment cette démission est arrivée. On sait comment le pouvoir français a manœuvré. Et vous savez que le premier directeur de l'école militaire interarmée du Cameroun,
c'était un lieutenant français venu d'Algérie. Un tortionnaire venu d'Algérie. Qu'est-ce qu'on a appris à ce pouvoir pour se maintenir? Un, la fraude électorale. À ce jour au Cameroun, il n'y a que la fraude électorale pour maintenir ceux qui nous dirigent au pouvoir. L'embastillement des leaders politiques. Froundi en a fait la meilleure expérience en 1992. Pour avoir battu Paul Biya aux élections de 1992, l'état d'urgence a duré 2 mois. Le chairman et plus de 100 personnes étaient séquestrées dans leur domicile. Il y a eu des atrocités, il y a eu plus de 150 Camerounais massacrés dans le nord-ouest. Mais entre 1960 et 2020, il y a eu de nouveaux dirigeants en France. Non. Et le président français Emmanuel Macron n'a jamais cautionné les arrestations arbitraires d'opposants au Cameroun. Il a plusieurs fois indiqué dans des interviews qu'il est contre les arrestations des opposants et qu'il a recommandé au président de la République, Paul Biya, d'effectuer des gestes d'ouverture. Il a indiqué même à un activiste, un politique, qu'il a mis la pression sur le chef de l'État pour obtenir la libération de Maurice Kamto. Le Cameroun aujourd'hui revendique également qu'il est un État souverain. Est-ce que ce ne sont pas des décisions prises au sein de l'appareil gouvernemental, loin de ces relations bilatérales ou multilatérales avec d'autres puissances? Ne soyons pas naïfs, Cédric. Ne soyons pas naïfs. Nous avons vu François Hollande débarquer ici et faire changer une décision qui enlevait le port autonome de Douala à Bolloré. On a changé la décision parce que François Hollande est venu ici. Ne soyons pas naïfs. Entre les États, il n'y a que les intérêts. Donc, l'idée de ma pensée, c'était que depuis les années 60, on a appris aux dirigeants camerounais, dont beaucoup sont encore au pouvoir, y compris notre chef de l'État, comment brimer l'opposition. Comment est-ce qu'il faut torturer les opposants, les embastiller, les emprisonner, si possible, pour se maintenir au pouvoir. Ça vient depuis 1960. Et vous allez vous rendre compte que en 1962, il y a eu les fameuses ordonnances sur la subversion qui ont permis à Amadou Ahidjo de contenir toute opposition, de bâillonner toute opposition au Cameroun. Lorsque le SDF, en 1990, déclenche la guerre pour la libération de notre pays par le lancement du SDF, il y a une session qui se tient à l'Assemblée nationale en décembre 90, la session baptisée Session de liberté. On prétend au cours de cette session qu'on a abrogé les ordonnances de 1962. Mais vous allez voir la relation, Cédric. Pourquoi je fais la relation avec ce qu'on discute maintenant? En 1990, il y a effectivement une loi qui abroge les ordonnances de 1962. C'est 3 articles, les ordonnances de 1962, sur la subversion. Mais ce que les Camerounais oublient, c'est que ces ordonnances ont été reversées dans le code pénal. Article 113, 114, 115, vous retrouvez les ordonnances de 1962, qu'on dit avoir abrogées. Quelles sont les similitudes? Et maintenant, en 2014, il y a la loi sur le terrorisme qui arrive. Est-ce que vous savez que la loi sur le terrorisme au Cameroun reprend les dispositions de la loi sur la liberté de manifestation, reprend les dispositions de la liberté sur les associations? Cédric, comment pouvez-vous comprendre qu'au Cameroun, en 2019-2020, un citoyen qui manifeste pacifiquement dans la rue, je dis bien pacifiquement, il n'est porteur d'aucune arme, d'aucun couteau, d'aucune machette, il manifeste pacifiquement pour dire que le pays est mal gouverné, comment comprendre qu'il soit traduit devant le tribunal militaire? Pour un citoyen qui a exprimé une opinion dans la rue, on le traduit au tribunal militaire en vertu de la loi sur le terrorisme? Ça veut dire que la loi sur le terrorisme a repris l'essentiel des lois sur les libertés publiques pour les criminaliser. Maintenant, on risque la peine de mort parce qu'on dit, si vous descendez dans la rue, vous dites non à Paul Biya, vous risquez la peine de mort. C'est ce qu'on veut nous apprendre. Et ce que le professeur Maurice Kamto subit aujourd'hui, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. À savoir que en 2014,
le pouvoir a donc introduit dans la loi sur le terrorisme et les députés SDF n'ont jamais voté cette loi, je le précise. Les députés SDF ont tellement protesté ensemble avec le barreau du Cameroun que les députés du SDF ont quitté la salle quand il a fallu voter cette loi. Pour dire qu'on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, les marches et les manifestations pacifiques, qui sont une liberté d'expression protégée par la constitution de notre pays, soient passibles de la peine de mort. Et le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui, subit les affres de cette loi. Vous allez vous rendre compte que, et le professeur Messanga nous l'a dit il y a 2 semaines sur ce même plateau, que la séquestration du professeur Maurice Kamto n'a aucune base juridique. Il a dit c'est une décision politique. Il a voulu montrer la force. Nous aussi, on montre qu'on a la force, on ne respecte aucune loi. Et ensuite, les militants du MRC, pour beaucoup qui n'ont pas marché, parce que ceux qui sont traduits au tribunal militaire de Bafoussam, je suis ce dossier, c'est des gens qui, pour la plupart, ont été arrêtés dans leur domicile. Le jour de la marche, ils n'étaient pas dehors. Mais parce qu'ils sont des leaders du MRC, on est allé dans leur domicile, les arrêter, et ils sont traduits devant le tribunal militaire. J'ai dit non que c'est une situation extrêmement grave. La dictature du RDPC s'est durcie. Elle s'est durcie en mettant la justice camerounaise entre parenthèses. Avec pour quel objectif? Avec pour objectif la conservation ad finitum du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils doivent rester au pouvoir, même s'il faut tuer tous les Camerounais, vous devez rester au pouvoir. Mais les Camerounais ne sont pas dupes, professeur Messanga. Votre fin est proche. Et je pense que ça ne fera pas long que le RDPC va être balayé de la scène politique. Après vous mettre sa pied, professeur Messanga Nyamding, les opposants sur ce plateau estiment qu'on est dans un règne de dictature au regard de ces multiples arrestations arbitraires et poursuites des activistes et leaders politiques devant les tribunaux militaires. Mais le gouvernement parle de gestes d'assouplissement. Pourtant, les opposants n'y voient aucune base juridique à travers les multiples arrestations. Comment analysez-vous cette libération de certains militants de l'opposition et cette levée du blocus autour de la résidence du professeur Maurice Kamto? Avant l'analyse, je voudrais faire une observation. Regardez ce plateau. Quand on parle d'opposition, nous sommes sur une chaîne crédible. Et l'opposition, ici, je ne sais pas si c'est Maître Tchapi du SDF qui a eu à peine 2% aux législatives, qui représente maintenant cette opposition camerounaise, ou encore notre compatriote M. Binam, qui représente ici le MSC, qui n'a ni député, ni conseillers municipaux. Vous allez voir qu'il faut, d'entrée de jeu, dans cette observation et dans ce débat, que les règles du jeu soient claires. 1. Faire remarquer que vous ne représentez pas l'opposition. Vous êtes, pour la plupart, l'aile extrémiste d'une opposition non parlementaire pour ce qui concerne le représentant du MRC et d'une opposition minoritaire pour ce qui concerne Maître Tchapi. Parce qu'on nous suit dans le monde. Et les gens qui nous regardent au Bénin, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France et ailleurs, vont se dire, mais tiens, voilà les opposants. Non. Il faut leur dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Cameroun est représentée par près de 10 partis politiques. Et si nous élargissons l'assiette de la représentation, j'ai une fois de plus beaucoup de respect pour Maître Tchapi, qui est un excellent juriste. N'oubliez pas que dans le jeu du droit et de la représentation, on y intègre maintenant les conseillers régionaux, les conseillers municipaux et les députés. Au regard de cette assiette, nous avons près d'une vingtaine de partis politiques. Au Cameroun, l'un des rares cas en Afrique représentés dans les diverses collectivités territoriales. Et quand je parle de collectivités territoriales, messieurs, je fais ici appel aux conseillers municipaux qui sont près de plus de 10 000, 20 000 aujourd'hui, 10 000 conseillers municipaux. Ce n'est pas, comme on dit vulgairement ici chez nous, rien dans une démocratie de représentation.
Il faut vous dire que la démocratie, le plus grand symbole de la démocratie, c'est les contre-pouvoirs. C'est ceux qui sont aux affaires et ceux qui s'opposent à ceux qui sont aux affaires. Le Cameroun compte aujourd'hui près de 10 000 conseillers, messieurs. Ne venez pas dire de n'importe quoi par moment. Et on va plus loin. Nous avons également une démocratie représentative au Cameroun qui compte 100 sénateurs avec un parlement bicaméral. C'est-à-dire nous avons la Chambre des députés qui compte 180 députés, parmi lesquels les députés du SIF de M. Maître Tchapi, qui est représenté ici, et qui, parce qu'il est devenu un peu réactionnaire, je pense, estime que ce n'est pas une démocratie, alors qu'il est représenté à l'Assemblée. Je vais même plus loin, vous concernant Maître Tchapi. Vous avez au bureau de l'Assemblée une personnalité très respectée que votre parti a présentée aux élections, monsieur. Alors ne portez pas une injure à Zosua aussi, qui est au Parlement et qui se bat par les exigences imposées par les règles démocratiques pour vous représenter. Donc ne donnez pas l'impression que vous êtes devenu un loser. Je ne crois pas. Vous êtes un monsieur très brillant et je le reconnais. Mais par moments, sur les plateaux, ne posez pas les caricatures ici. Donc nous sommes dans une démocratie. Et je termine dans cette observation pour dire que non, mon cher Edmond Kamia, vous êtes aussi formé. Ce n'est pas vrai. L'État n'est pas frileux. Sinon, vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que dans les facultés de droit, les écoles de droit et de sciences politiques, même à vous, vous l'avez appris à l'IRIC, où vous avez été l'un de nos plus brillants étudiants, Edmond Kambia. Je dis parmi les plus brillants. Si ma mémoire est bonne, vous avez été l'un des majors de votre promotion. C'est le cas. Et rappelez-vous, je vous disais en amphi avec quelques-uns que gouverner, c'est prévoir. Vrai ou faux? On vous l'avait dit ou pas? Bon, alors quand on vous dit en amphi que gouverner, c'est prévoir, cela signifie quoi? Cela signifie que l'État a ses éléments constitutifs. La population, le territoire, l'organisation administrative et le gouvernement. Je fais table rase sur la souveraineté. Lorsqu'on dit donc gouverner, c'est pouvoir, c'est que l'État, pour agir, là je voudrais répondre à la question de M. Noufélé, ne peut encadrer son droit que par les actes que pose l'action publique. L'action publique, ce sont les actes. Ça veut dire que quand il y a la loi, et on se rend compte que certains sont hors la loi ou veulent déstabiliser l'État, l'une des missions garanties à l'État, partout dans le monde, on l'a vu en France avec les gilets jaunes, et ailleurs encore, c'est la force publique, c'est le déploiement de cette force publique qui encadre le droit. Un droit de l'État qui a été violé par le MRC, à qui on a dit, vous ne marchez pas. Ils ont dit, on marche avec des faux motifs, au motif qu'il y a la guerre au Nozo. Pourtant, ils sont allés aux élections présidentielles, pour ceux qui nous écoutent, alors qu'il y avait la guerre au Nozo. Un motif que le code électoral n'est pas bon. Pourtant, ce même parti, avec quelques leaders qui se sont radicalisés, est allé quand même aux élections présidentielles, qui n'ont pas du tout gagné. Ça aussi, il faut le rappeler. Ils n'ont pas du tout gagné cette élection, alors qu'il y avait le même code électoral. Ramenez donc à la libération de mon collègue, parce qu'il faut que je rappelle à ceux qui nous écoutent que le professeur Maurice Kamto est un enseignant permanent de l'IRIC. Ça, il faut que je vous le rappelle peut-être. Donc, cet aîné qui est reconnu parce qu'il a des qualités de formateur, mais qui malheureusement a démontré qu'il était un piètre homme politique par les actes qu'il a lui-même posés. Je regrette, c'est M. Kamto qui nous a dit ici qu'une fois qu'une décision du Conseil constitutionnel tombe, les autres n'ont plus qu'à dire Amen. Je le cite, upside cité. À partir de là, comment nous pouvons nous comprendre que, regardez une ville comme Douala, vous qui dites que l'État était frileux, l'État n'était pas frileux, M. Noufélé. Ce sont les populations, quelques populations qui étaient frileuses. Vous avez les meilleurs yeux que moi. Le jour où ils ont prévu leur marche le 22 septembre, mon cher maître, certains commerçants ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont fermé leur boutique. Ces commerçants avaient peur que des délinquants viennent casser leur boutique. Il y avait une frilosité qui régnait. Il y avait une psychose, une sclérose. La peur était installée. Parce que je vais vous dire, du point de vue métaphorique, maître, vous qui êtes un homme de droit,
Vous savez que c'est l'action publique qui encadre le droit. Le doyen Vedel, en son temps, opposait la force du droit au droit de la force. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque vous avez ceux qui sont à marge du droit, les déprimés de la démocratie, parce que certains en souffrent. Parce que quand vous prenez un bandit, un voleur, un trafiquant de drogue et autres, quand on lui dit qu'il y a la police, il y a la gendarmerie, elle fait peur à qui? Aux bandits. Il n'y a que des bandits qui ont peur de la police. Mais des gens en règle, des excellents avocats comme vous, des excellents journalistes et bien d'autres personnes qui veulent une vie paisible, n'ont pas peur de la démocratie. Vous pouvez être chez vous et je termine là-dessus. On vient vous dire qu'il y a des pyromanes. Pour parler le français simple, parce que moi je parle pour les téléspectateurs aussi. Un pyromane, c'est quelqu'un qui vient mettre le feu dans une maison. On vous dit que les pyromanes sont là. Que faites-vous? Vous attendez que la police et la gendarmerie viennent? La cité Cameroun était envahie par des losers. Mais le gouvernement, professeur Msanganyang, a fait le bilan de ces manifestations. Il n'y a eu aucune casse qui a été signalée durant le 22 septembre, ni des incidents de violence perpétrés à l'encontre des usagers dans la rue, si ce n'était l'intervention musclée de la police. Mais comment expliquer, professeur Msanganyang, que durant 78 jours, le gouvernement n'a introduit aucune action judiciaire à l'encontre du professeur Maurice Kamto? En dehors de ce bouclier policier observé devant sa résidence, pourquoi n'y a-t-il pas eu jusqu'ici une action judiciaire officielle et connue de tous pour connaître exactement ce que reproche le gouvernement au professeur Maurice Kamto? C'est l'intention. Je vais vous dire, moi qui suis internationaliste, et je crois qu'aucun internationaliste qui nous écoute, on a posé exactement la même question que vous me posez aux Américains lorsqu'il y a eu la guerre préventive aux États-Unis, ou en Irak. Sur le droit international, aucun cahier de droit international, aussi bien à l'échelle interne, ne prescrit la prévention. C'est-à-dire on vous attaque pour éviter une guerre. C'est ce qui s'est passé au Cameroun. Je vais même aller plus loin. Si M. Kamto recommence, il part en prison. Ça, je vous le dis. Je voudrais à un moment donné qu'on soit clair. La guerre préventive, aujourd'hui, est un élan qui, en interne, c'est-à-dire qu'il y a l'échelle supranationale entre les États, infranationale à l'intérieur des territoires, on a la police, la gendarmerie, les services de renseignement qui symbolisent la force de l'État. On ne peut pas avoir du jour au lendemain des gens qui font peur, comme des petits loups, qui font peur aux enfants dans les villages, et on nous dit qu'il faut d'abord laisser le loup manger l'enfant. Non, je vais vous répondre en vous disant ceci. C'était une espèce de surveillance préventive. Je le dis en tant que juriste, la surveillance préventive, c'est qu'on anticipe de manière asymétrique et stratégique pour stopper la violence. Il y a eu intention, oui. Vous êtes un homme de droit, maître. Il y a ce qu'on appelle la lettre du droit, et puis il y a ce qu'on appelle la prescription. Dans le cas de Maurice Kamto, il fallait le neutraliser parce qu'il devenait dangereux. Voilà un monsieur qui se lève du jour au lendemain et il dit « Je vais marcher quel que soit ce que dit la loi ». Mais il n'a pas de force publique. Il fallait quand même démontrer à l'opinion nationale et internationale que, non seulement il est dangereux, mais il est un homme inconscient avec ses amis. Mais la loi prévoit des sanctions à l'encontre de ceux qui voulaient marcher, que prévoyait la loi? Pourquoi il n'y a pas eu ces sanctions prévues et les procédures judiciaires y afférentes? Je vous ai dit surveillance préventive. Monsieur Noufélé, je vous parle en juriste. N'oubliez pas que l'occasion de vos émissions sont des moments d'éducation politique. Éducation en droit. Je vous dis bien qu'il s'agissait ici, parfois dans la justice. Prenons le cas de maître qui est un excellent avocat. Un magistrat, s'il estime que vous n'êtes pas dangereux, peut vous mettre peut vous laisser comparaître librement. Un magistrat, s'il estime que vous êtes dangereux, il a ce qu'on appelle le motif du mandat de dépôt. Dans le cas du ministre Kamto, je vous dis que il était devenu un homme très dangereux parce qu'il a fait peur aux commerçants, il a fait peur à tout le monde. Et l'État voulait organiser ces élections dans la sérénité. Et on l'a bien vu. Au moment où nous l'avons libéré, et je l'ai dit ici, vous n'allez pas dire que ici et là c'était une hypocrisie. C'est un processus maîtrisé.
qu'on appelle en sciences politiques la maîtrise du pouvoir. Justement. Quand vous maîtrisez le pouvoir, comme c'est le cas du gouvernement et du président Paul Biya, vous anticipez. Il y a donc eu une anticipation stratégique face à un perturbateur et ses amis qui, comme ils l'ont dit eux-mêmes, voulaient organiser des marches violentes à l'effet de mettre le feu à la maison, et on a stoppé ça. Maintenant que l'élection est terminée, et je suis là-dessus. Mais voilà, M. Kamto, il est libre. Vous savez pourquoi on a levé, cet état de surveillance? Moi, je vais vous dire, pour 2 raisons. Je termine là. Première raison, le président Paul Biya est un homme sensible à ses partenaires bilatéraux, c'est-à-dire... Donc c'est la pression internationale oui, laissez-moi répondre comme les autres. A abouti à cette libération. Oui, premièrement, il est très sensible à ses partenaires bilatéraux, c'est-à-dire l'action bilatérale, ce sont les organisations internationales, et l'action bilatérale, ce sont les États. Pardonnez-moi, ce sont les États. Il a des amis comme la France. Monsieur Le Drian lui-même est un ami du Cameroun, puisque lorsque Monsieur Le Drian parle du ministre Kamto ou encore du gouvernement, c'est la preuve que le Cameroun intéresse la France. C'est un partenaire stratégique. On n'est pas insensible même lorsqu'il y a faute, à la position de ces partenaires bilatéraux. Enfin, il y a les partenaires multilatéraux. Ça ici, il faut le dire. Les organisations internationales et puis les acteurs potentiels aujourd'hui de relations internationales, que sont devenus les ONG, qui pèsent dans le comportement des États. Donc il faut saluer un État camerounais qui, même lorsque certains violent la loi, l'État est sensible. Et puis, deuxièmement, la magnanimité personnelle de Paul Biya. C'est-à-dire que sur ce deuxième point où je termine, je voudrais quand même vous dire que vous avez des prisonniers. On n'a jamais vu ça dans le monde. Je pense ici à l'ex-premier ministre Enoné Ephraim, mon camarade politique, qui a été évacué sanitairement en Allemagne par la seule volonté du président, sans pression. Je pense ici à mon frère et à mon ami Yves-Michel Fosso, à qui je vais une fois dire, à travers ce plateau, toute ma compassion et ma sensibilité. Parce que Yves et son épouse sont mes amis. Yves en prison, je fréquente sa femme, je fréquente ses enfants, nous sommes liés. Je voudrais dire qu'il a été évacué sans pression. À partir de là, personne ne peut nier que, pour des raisons d'apaisement, oui, pour des raisons de pression. La pression des amis n'est pas interdite dans les relations internationales. Eh bien, une fois de plus, M. Kamto, on vient encore de lui donner une chance pour qu'il s'agisse. Mais je vais vous dire que s'il recommence, je vous assure, cette fois, il va se retrouver en prison. Après, quand je dis recommencer, je parle de la subversion. Après, vous, professeur Mesanganyamding, c'est compris. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Alors, Pierre-Emmanuel Bignam, vous avez suivi les mises en garde du professeur Mesanganyamding. S'il y a à nouveau des manifestations, des actions politiques menées par le professeur Maurice Kamto, il ira en prison. Il a été en état de surveillance préventive. Comment vous réagissez? Bon, déjà, je suis un peu surpris de constater la contradiction du professeur Mesanganyamding. Lorsqu'il y a 2 semaines ici, et il a avoué tout à l'heure, il a réussi lui-même à démontrer qu'il n'y a aucune base juridique sur la séquestration et l'arrestation du professeur Maurice Kamto et ses militants. Et qu'aujourd'hui, il tente quand même de donner une explication juridique. C'est une contradiction et c'est une aberration. Mais je ne laisserai jamais, sur un plateau où je suis assis, quelqu'un dire que le professeur Kamto est un piètre homme politique. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que c'est le professeur Kamto, le président élu, qui donne le pouls et qui tient dans ses mains l'agenda politique réel du Cameroun depuis 2018. On met quiconque à défi de nous démontrer le contraire. Le professeur Mesanganyamding, je le respecte énormément, comme il a dit que le professeur Maurice Kamto est un éminent juriste internationaliste. Lui-même, je reconnais et je félicite, je peux appeler ça... Oui, je félicite son excellence académique. C'est un grand monsieur. Mais également sur le plan politique, lui-même, il n'a jamais été ni conseiller municipal, ni député. Il n'a jamais été élu dans son propre parti, le RDPC. Ça veut dire que, en réalité, après plus de 30 ans
de militantisme au RDPC et de biaïsme, parce qu'il faut relever qu'il est le président mondial des biaïstes. C'est ça. Et qu'il n'a jamais été élu au sein de sa propre formation politique. Ça veut dire qu'il est loin, il n'est pas bien placé pour dire que le professeur Kamto est un homme politique. Parce que si on fait une conclusion, on va conclure que je suis l'ancien patron du parti à Paris. J'étais élu chaque fois. Lui-même le professeur Msanganya Mdi est une malédiction politique pour le RDPC et pour le Cameroun. Donc sur ce point-là, il n'a rien à dire au président élu Maurice Kamto. Maintenant, j'ai retenu dans ses propos quelque chose de fondamental. Il a dit que les partis politiques de l'opposition, tels que le SDF, tels que le MRC, font partie de l'aile extrémiste de l'opposition. Et il allait plus loin en qualifiant l'opposition que eux au RDPC considèrent comme celle qui est parlementaire. Ça veut dire que voilà un régime qui depuis 38 ans s'est doté des formations politiques qui ont un seul objectif, les accompagner dans leur mascarade électorale pour légitimer tout le vol du suffrage qu'ils font au peuple camerounais et se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Ce sont ces partis politiques-là que eux ils considèrent comme l'opposition. Donc c'est maintenant le RDPC qui donne la définition de ce qu'on appelle opposition. C'est ce que je retiens dans ces propos. Et c'est une honte pour un pays qui se dit démocratique. Ce n'est pas à vous de donner une définition sur l'opposition. Nous, quand on se plonge dans l'histoire, on constate qu'effectivement en 1955, l'UPC, que vous au RDPC, louez les prouesses aujourd'hui, est qualifié comme le plus grand parti de tous les temps. L'UPC en 1955 a été également qualifié comme un parti extrémiste. Voilà pourquoi il a été dissous. Ils sont entrés dans la clandestinité. Aujourd'hui, et l'UPC et les leaders de l'UPC, vous les vénérez au RDPC comme des dieux. C'est comme ça que l'histoire, dans quelques jours et dans quelques mois seulement, va vénérer le MRC et son leader, le professeur, le président élu, son excellence Maurice Kamto, comme étant des héros de la nation. Pire encore, Maurice Kamto comme étant le guide de la révolution camerounaise. Ça, il faut que vous l'acceptiez. Il faut que vous l'acceptiez. Pourquoi avoir tellement peur chaque fois que le MRC fait une sortie, prend une position? Chaque fois que le professeur Maurice Kamto fait une sortie, la dernière fois, même tout récemment, il a fait une sortie sur les régionales. On a vu le secrétaire général en charge de la communication du RDPC, le professeur Jacques Famendongo, réagir comme d'habitude. Et ça en est suivi avec les Grégoire Ouonamachi. Pourquoi tout le monde est toujours en branle à chacune des sorties du président élu Maurice Kamto? Parce que c'est lui qui est le vrai. C'est lui qui est le vrai. On ne tire que sur un arbre qui porte le fruit. Kamto est du vrai. Le MRC est sur la bonne voie. Voilà pourquoi aujourd'hui, le MRC est le parti politique qui doit être abattu par tous les moyens. Et ils ne s'arrêtent même pas là. Ils vont loin. Tous ceux qui peuvent approcher le MRC, de près ou de loin, ils passent à la guillotine. Jusqu'aux chaînes de télévision. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît la cabale qu'il y a contre le Equinox depuis quelques semaines. Tout simplement parce qu'ils estiment que le MRC est toujours en train de bouffer cru tous les représentants du RDPC sur les plateaux d'Equinox. Ce n'est pas la faute d'Equinox. Donc lorsqu'on imagine seulement un peu, on voit avec les ONG, lorsqu'une ONG tente de prendre une position qui est diamétralement opposée à la position du gouvernement et qui donne raison à la position du MRC, cette ONG doit être abattue par tous les moyens. Je suis surpris d'entendre le professeur Msanganya Mdi affirmer également que les ONG font partie également de cette forme de pression qui est mise sur le gouvernement pour les amener à fléchir. C'est une très bonne chose. Je suis content de l'entendre, professeur. Vraiment, il faut le dire à vos gens, de laisser les ONG s'exprimer. Et cela est même une marque que le Cameroun peut encore écouter, une opinion contraire à la leur. Moi, je me souviens que après le coup d'État du 6 avril, c'est Amnesty International, c'est grâce à Amnesty International que certains
pontes du régime actuel ont échappé à la guillotine, à la mort. En l'occurrence, son camarade Issa Chiroma, ministre Chiroma, et qu'il a même remercié après. Donc, priez Dieu que les ONG continuent à exister et à œuvrer dans ce pays auprès de la classe politique, de l'opposition et de la société civile. Donc, comme pour dire que le RDPC, en réalité, n'a jamais considéré l'opposition au Cameroun. Pierre-Emmanuel Bignam, le MRC et son leader vont-ils poursuivre leurs actions parce qu'il y a des menaces de mise en prison si des actions se poursuivent? Si qu'est-ce que vous répondez? Tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous répondez à ces menaces? Ce que je réponds, c'est que il faut que lorsque le professeur Messanga Nyamding parle, qu'il sache qu'il a mondiovision. Je sais. Il faut qu'il sache que l'opinion publique nationale et internationale est en train de suivre, y compris le procureur de la Cour pénale internationale. Parce que bientôt, les atrocités qu'ils ont causées au Cameroun, dans leur régime, dans la radicalisation de leur position et dans le refus d'écouter le peuple profond et l'opinion publique nationale et internationale, va tout droit les conduire bientôt devant la Cour pénale internationale. Parce que les plaintes sont déjà déposées, les constats des atrocités par-ci par-là, on voit ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest actuellement. Parce que ces déclarations sont des déclarations suicidaires qui peuvent radicaliser la position. Vous l'avez fait avec les anglophones il y a quelques années. Et nous savons tous dans quel bilan nous sommes plongés aujourd'hui, où nous avons une partie de notre pays qui est économiquement sinistrée, déclaré par votre propre Premier ministre. Nous avons dans cette partie du pays plus de 10 000 morts déjà enregistrés, sans compter les jeunes gendarmes et policiers qui tombent ça et là. Alors, vous ne pouvez pas continuer à tenir de tels propos qui peuvent radicaliser les positions et plonger à nouveau le Cameroun dans le chaos. La Cour pénale internationale vous observe. Mais ne regrettez pas, c'est un conseil que je vous donne, chers grands professeurs et grands frères. Ne tenez pas ce genre de propos. Ne tenez plus ce genre de propos. Le professeur Kamto est un homme libre. Tous les militants du MRC sont des citoyens libres. Et si nous nous levons pour manifester, parce que nous estimons que l'imposture a atteint le paroxysme au Cameroun, il faut bien que quelqu'un dise quelque chose à ce gouvernement croulant, qui ne fait qu'empirer la situation de notre pays. Et c'est ça la position du MRC. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Moi, j'étais à la prison de Newbel la dernière fois. J'ai vu les Salomon Béa, j'ai vu d'autres camarades qui sont incarcérés là-bas. Les gars ont un moral d'enfer. Mais j'étais étonné. Heureusement que vous le dites. J'étais étonné. C'est-à-dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Je vous ai dit la dernière fois que vous avez au RDPC, vous avez dit que les MRC sont les talibans. Oui, nous sommes les talibans. Non, certains, pas tous. Voilà, donc ils ont dit que nous sommes les talibans. Nous sommes les talibans, mais il faut seulement retenir que le terme taliban vient pour parler de la résistance en Afghanistan. Donc nous sommes les talibans, nous acceptons cet état de choses. Et comme le professeur Kamto, le président élu, l'a dit, la lutte ne fait que commencer. Après vous, j'aimerais avoir la réaction de Maître Lavoisier de Sapi sur toujours les procédures judiciaires qui ont été enclenchées dans le cadre de ces manifestations du 22 septembre 2020. Le professeur Messanga Nyamding parle de surveillance préventive à l'encontre du professeur Maurice Kamto. Est-ce que cela existe dans l'arsenal juridique du Cameroun, Maître Lavoisier de Sapi? Non, pas du tout. Ça n'existe pas. Il y a peut-être dans le code de procédure pénale ce qu'on appelle surveillance judiciaire. C'est-à-dire qu'un citoyen qui est interpellé, qui est soit gardé à vue ou qui est en détention à la prison et qui demande la liberté provisoire, on peut lui accorder cette liberté provisoire sous l'assistance judiciaire, sous la surveillance judiciaire. C'est-à-dire qu'on vous assigne à vous présenter devant le procureur de la République chaque lundi ou chaque jour de la semaine qui est désigné pour manifester que vous êtes toujours là et que vous n'avez pas disparu. C'est la surveillance judiciaire. Mais ça se prend lorsque on a une procédure qui est pendante devant la justice. Je voudrais revenir un peu sur les derniers propos du professeur Messanga qui a dit que si Kamto recommence la subversion, cette expression a attiré mon attention. Ça veut dire que la subversion que vous prétendez avoir supprimée en 90 continue d'exister dans l'arsenal pénal camerounais. Oui.
Si un professeur d'université de grand talent, comme le professeur Messanga, vous dit que Kamto est coupable de subversion, ça veut dire qu'on a trompé le peuple camerounais en indiquant qu'on a supprimé la subversion. Et c'est la preuve que cette subversion a été réintroduite dans la loi sur le terrorisme. Maintenant, lorsqu'on vous parle de la surveillance préventive, oui. C'est prévu, professeur Messanga. L'action publique encadre le droit, oui, mais c'est prévu. Prenez la loi sur les manifestations publiques. Qu'est-ce que ça dit? Quand vous demandez l'autorisation de manifester, qui est un droit, c'est même une déclaration. Ouais. Ce n'est même pas une demande, c'est une déclaration. Oui. Qu'est-ce que l'autorité administrative doit faire? Si elle estime qu'il peut y avoir des débordements, l'autorité administrative fait la réquisition aux forces de maintien de l'ordre pour encadrer la marche. On encadre la marche pour éviter les débordements. Ne dites pas que les commerçants ont peur. Parce que si les forces de l'ordre font leur travail d'encadrer les manifestants sur un itinéraire précis, si le sous-préfet estime que cet itinéraire-ci est dangereux pour la manifestation, il dit prenez cet itinéraire. Je vous envoie les policiers et les gendarmes pour vous encadrer pour qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà l'action publique qui encadre le droit. Professeur, quand on est ici là, c'est pour enseigner, ce n'est pas pour tromper les citoyens. Donc moi je pense que... C'est technique, je vous apprécie beaucoup. Oui, il faut le dire. Je vais le prendre. Et c'est ce que les autorités administratives ne font pas. La liberté d'expression, vous avez réussi l'exploit de supprimer dans l'arsenal juridique camerounais la liberté de manifestation, la liberté d'opinion. Le simple fait d'exprimer une opinion, on risque la peine de mort. Et c'est un professeur comme vous, comment vous pouvez justifier que des gens qui ont simplement manifesté pacifiquement dans la rue soient traduits devant un tribunal militaire? Ça ne s'explique pas. Donc je pense qu'il faudra recadrer cela. Il faut que vous amenez les hiérarques de votre parti à revenir sur le droit. On a même vu qu'un militant du MRC qui a été arrêté, traduit pour manifestation illégale, article 231 du Code pénal. Le maximum de la peine, c'est 6 mois. Oui. Il a été condamné à 12 mois par un magistrat de ce pays. 12 mois de prison. Pour une infraction dont le maximum de la peine, c'est 6 mois. 6 mois. On l'a vu. Donc, c'est pour dire que, professeur, si nous sommes là pour éduquer, comme vous le dites, il faut éduquer dans la sincérité. Parce que je pense qu'un professeur de votre niveau, je vais expliquer. C'est quelqu'un qui doit éclairer la société. Comme cette technique que je parle. C'est quelqu'un qui doit éclairer la société. Oui. Un professeur de votre niveau, qui a rang et prérogative de ministre, vous ne demandez pas votre pitance. Vous ne demandiez pas pour vivre. Donc, vous pouvez défendre vos convictions politiques. Tout à fait. Dans la transparence, dans la sincérité, sans avoir peur que, peut-être même si vous n'êtes plus dans le RDPC, vous êtes un enseignant d'université, vous allez bien vivre. Tout à fait. Donc, il faut dire la vérité aux Camerounais. Oui. Il faut que vous reconnaissiez que votre parti a mis le Cameroun dans une situation intenable, dans une situation où les libertés n'existent plus. Et ça vise l'opposition. Quand vous prenez la diversité des partis dans les institutions comme un critère de démocratie, je ne comprends pas, professeur. Les critères de démocratie, c'est quoi? C'est parce qu'il y a quelques suppôts de partis à qui vous avez fait des petites faveurs pendant les élections pour dire qu'il y a diversité. Prenez l'exemple du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce qu'il y a eu élection dans le nord-ouest et le sud-ouest? Pourquoi est-ce que le domicile de Froundi a été incendié à Bamenda et à Baba 2? Le domicile de Mbandam a été incendié par les séparatistes. Quel domicile d'un militant du RDPC a été incendié? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Le premier ministre. S'il vous plaît. Non, de grâce. Il n'y en a pas. De grâce. Deuxièmement, mon camarade Jean Gouté, son domicile a été incendié. La veille de sa nomination. Corrigez ça. Oui. Je vous jure, je ne mens pas, mec. Tout à fait. Je suis au serment. On a brûlé le domicile de mon camarade. Au village. Pendant les élections, dans le nord-ouest. Vous avez les candidats. Est-ce que vous reconnaissez que le domicile de Jean Gouté a été brûlé? Oui. Merci. Son domicile a été brûlé. C'est une vérité. On ne va pas le méconnaître. Merci.
Mais c'est rien par rapport aux atrocités subies par les militants du SDF. Moi, ça me va. Les militants du SDF ont été enlevés. À Bangem, à Tombel, à Toko, dans le sud-ouest, à Bafout, à Bamenda, à Batibo, à Kumbo, dans le nord-ouest. Les militants du SDF, les candidats aux élections, enlevés et gardés par les séparatistes en brousse jusqu'à ce que les élections se passent. Pourquoi il n'y a que les militants du SDF, les candidats du SDF qui ont été enlevés? Pourquoi les candidats du RDPC n'ont pas été enlevés pendant les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest? Le chairman a été enlevé à 2 reprises par les combattants séparatistes. Pourquoi en dehors du chairman, aucun leader du RDPC n'a été enlevé? Donc pour dire que la démocratie dont vous parlez, vous instrumentalisez les séparatistes pour détruire le SDF. Et c'est quelque chose d'abominable. Ce n'est plus la démocratie, on n'est plus en démocratie au Cameroun. On est dans un système où, professeur, on a institué, et ça tire sa source dans la colonisation et dans les méthodes que la colonisation a implantées dans les années 60, Cédric. La colonisation a implanté ces méthodes de fraude électorale, d'arrestation, de torture des opposants, de leur embastillement et même de leur assassinat, si cela est nécessaire, de leur assassinat pour perpétuer le maintien de la caste qui est au pouvoir et pour perpétuer les intérêts de la France contre les intérêts du peuple camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Et professeur, vous qui avez fréquenté en France, vous savez ça. Oui. Vous savez que la France sans les colonies n'est rien. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que la France fait tout pour qu'au Cameroun, les nationalistes, on les liquide. Lorsque vous levez le ton, lorsqu'on voit que vous pouvez prendre le pouvoir et que en prenant le pouvoir, si vous privilégiez les Camerounais, les autres n'ont plus de place, on vous liquide. C'est ce qui est arrivé à Froundi, c'est ce qui est en train d'arriver au professeur Maurice Kamto. Et c'est ce qu'il tente de faire au président Paul Biya. Et je dis que donc, professeur, ne dites pas que si Kamto tente, parce que le SDF s'est réveillé, et sur le terrain désormais, vous aurez plusieurs forces qui vont se battre contre cette dictature-là. Le peuple camerounais a le devoir et le droit de former une coalition. Amen. Pour qu'on puisse à venir à bout de la souffrance de ce peuple que vous martyrisez au fil des temps. Alors les intérêts de la France ne sont pas contre les opposants politiques au Cameroun. Et plusieurs fois Emmanuel Macron l'a fait savoir que la France promeut la démocratie et n'est pas là pour aller à l'encontre d'un chef d'État. Seuls les peuples peuvent décider de leur propre sort. Avec vous, Edmond Kamgia, cette France qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies où la question anglophone a été évoquée durant ces derniers jours. Il y a eu également l'annonce de la mise sur pied d'une base de données sur les atrocités commises dans le nord-ouest et le sud-ouest au moment où le pays, Cameroun, fait face à 3 ans et demi de guerre dans les régions anglophones. Edmond Kamgia, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui ? Avant de répondre à la question, je voudrais dire au professeur Messanga Nyemding que vous avez invoqué tout à l'heure un concept important, la guerre préventive. Et vous avez cité un bon exemple mené par les États-Unis en Irak. Sauf que lorsque vous avez voulu transposer ce concept pour le domestiquer politiquement au Cameroun, c'était déplacé, professeur, de parler de la guerre préventive sur le plan national pour expliquer et justifier la situation dans laquelle s'est retrouvé le professeur Maurice Kamto. Le concept ne peut pas s'appliquer dans le cas du professeur Maurice Kamto qui a été séquestré. On ne peut pas parler de guerre préventive. Un gouvernement ne peut pas mener une guerre préventive contre ses propres citoyens, contre sa propre communauté. C'est la surveillance préventive. Même cette expression que vous avez utilisée est questionnable, professeur. Je veux m'expliquer. Moi, je me serais attendu tout simplement que vous parliez du renseignement prévisionnel. Et les experts le savent, de la police des renseignements généraux. Les renseignements prévisionnels suffisent à faire en sorte que telle ou telle personne qui a tenu tel ou tel propos, qui a posé tel acte, soit suivie à distance ou de près.
Je ne veux pas rentrer dans les détails sur le concept de renseignement provisionnel, mais ça suffisait. Plutôt que de parler de la surveillance préventive. J'avoue que c'est la première fois que j'entends ce concept. Mais le droit évolue, il est dynamique. C'est la première fois que j'entends ce concept. C'est pour cela que j'ai du mal. J'ai du mal à donner un contenu à cette expression-là. Vous allez voir. Vous savez, au Cameroun, on a été tellement habitué à l'utilisation, j'allais dire à la déformation des concepts. Non, je vais expliquer. Et récemment, quelqu'un nous rappelait sur ce plateau, non seulement qu'il n'y a pas la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, il essaie, avec beaucoup de difficulté, à nous expliquer le concept du maintien de l'ordre renforcé. Et on a souvent entendu également parler du concept, vous savez, il y a beaucoup de concepts comme ça qui sont utilisés par les membres du gouvernement ou alors par le RDPC de manière abusive. Un jour, quelqu'un nous a parlé d'échangeurs simplifiés. Des architectes nous disent que ça n'existe pas dans leur terminologie, échangeur simplifié, ou c'est un échangeur ou ça ne l'est pas. Et la notion de surveillance préventive dont vous parlez, j'attends encore de voir le contenu et ceux qui l'ont conçu pour mieux... non, pas adhérer, pour mieux comprendre tout simplement. Parce que je pense que le terme, l'expression qui aurait été idoine, c'était le renseignement prévisionnel pour le cas de Maurice Kamto, qui avait pondu un communiqué où il avait dit des choses qui méritaient et justifiaient que le gouvernement fasse attention. Et ce que j'ai appelé la fébrilité et la frilosité qu'on a vu sur le terrain. Je voudrais vous dire, professeur Messanga Nyamding, que le 22 septembre dernier, on a vu le déploiement d'un dispositif militaro-policier jamais vu au Cameroun, jamais vu pendant les villes mortes que nous avons connues en 1991. Le Cameroun semblait être en état de guerre le 22 septembre. Et vous me dites que le gouvernement n'avait pas peur. Même une semaine avant le 22. Même une semaine avant, vous voyez. Une semaine avant. Le dispositif policier, le dispositif des gendarmes dans les diverses localités du pays, notamment dans le littoral, dans la région du centre et dans la région de l'ouest, et dans des villes particulières. Et vous me dites que le gouvernement n'avait pas peur. Non, le gouvernement avait peur. Et cela explique et justifie ce qui a pu se passer. Je me déplace. Non, professeur, permettez que je continue. Non, nous n'avions pas peur. J'insiste et je persiste. Il y a eu une fébrilité, une frilosité du gouvernement et qui les a amenés à poser des actes arbitraires, des actes illégaux. Aujourd'hui, tout le monde, et vous-même vous l'avez reconnu, il n'y a pas une disposition, il n'y a pas un acte judiciaire qui justifie la séquestration du professeur Maurice Kamto jusqu'à ce jour, qui justifie sa mise en résidence surveillée ou son assignation à résidence jusqu'à ce jour. Il n'y a aucun texte de droit, et notamment de justice. Ce qui montre que, ce qui justifie davantage encore la frilosité et la fébrilité du gouvernement, qui l'amène à poser des actes illégaux, illégitimes, et qui amène la communauté nationale, et comme la communauté internationale, à interpeller le Cameroun sur la nécessité pour lui de rester un état de droit comme il s'en proclame. Maintenant, sur la question, Cédric Noufélé. La France est effectivement un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. La France est le pays qui a été de bout en bout, et j'allais me dire sur le front, parmi les 5 membres de sécurité, à suivre de près ce qui se passe au Cameroun sur 2 points, sur 2 plans. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui secoue ces 2 régions depuis 2016, mais également la situation sociopolitique du Cameroun. Et je peux vous dire, ce n'est pas un secret de polichinelle, que depuis au moins le 13 mai 2019, date au cours de laquelle s'est tenue la première réunion informelle du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire du Cameroun, sur les droits de l'homme, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le Conseil de sécurité, mais les membres permanents comme les membres non permanents, ont pratiquement donné quitus à la France de rendre compte de l'évolution de la situation sociopolitique du Cameroun, mais également de rendre compte de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est ce que la France a continué à faire. Et c'est ce qui justifie les différentes sorties du président Emmanuel Macron sur le Cameroun. C'est ce qui justifie les recommandations, les conseils que le président Emmanuel Macron a prodigués à son homologue camerounais, même lorsqu'il est allé au Nigeria,
il a passé un coup de fil au chef de l'État camerounais. Récemment encore, il a fait une sortie. J'inclus ces sorties-là dans le souci de prendre à témoin la communauté nationale camerounaise, la communauté nationale française, mais la communauté internationale dans son ensemble sur ce que la France essaie de faire pour faire bouger les choses au Cameroun. Parce que la France a des comptes à rendre à ses partenaires du Conseil de sécurité, mais précisément des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui souhaitent et qui attendent de parachever le dossier Cameroun avant de l'ouvrir dans le cadre d'une réunion formelle du Conseil de sécurité qui s'annonce. Je voudrais chuter en disant tout simplement que le centre de documentation auquel Cédric Noufélé a parlé tout à l'heure est très important. Et il faudrait que le gouvernement fasse très attention. Parce que toutes les exactions qui sont effectuées par les forces de police comme par les forces de défense et sécurité dans le cadre de la répression des marches pacifiques, comme dans le cadre de la guerre qui a fait plusieurs milliers de morts dans le nord et le sud-ouest, sont documentées. Je dis sont archivées. Et la Cour pénale internationale, au moment où je vous parle, est attentive, pas seulement attentive, elle a des documents sur tout ce qui se passe sur le Cameroun. Elle a même déjà identifié aussi bien les personnalités du gouvernement comme des membres des groupes armés ou leurs commanditaires qui pourront faire l'objet, le moment venu, de mandats d'arrêt. Ils seront interpellés pour s'expliquer sur les exactions qui ont été commises dans le cadre non seulement de la guerre dans le nord et le sud-ouest, mais également dans le cadre des actes de torture, de traitements cruels et inhumains pour lesquels le Cameroun a signé, ratifié le traité, mais dont les officiers de police judiciaire ont été identifiés sur leur implication dans des actes de torture. C'est pour vous dire, M. Cédric Noufélé, que la documentation, le centre de documentation qui est en train d'être constitué, c'est un véritable laboratoire dont on va, dans les semaines ou les mois à venir, découvrir le rôle et l'importance dans les décisions qui seront prises après que le Conseil de sécurité va peut-être se réunir. Après vous, Edmond Kamger, professeur Msanga Nyamding, oui. Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'inquiète de la détérioration de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, et le chef de l'État du Cameroun accusé de ne pas jouer franc jeu dans la résolution de la crise anglophone. Comment expliquer cette posture du chef de l'État qui, selon Christophe Fomoniou, aggrave plutôt la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, là où les partenaires internationaux dont vous faites mention appellent plutôt à la poursuite d'un dialogue véritablement inclusif pour mettre fin à la crise? Alors, oui, j'aime le sourire parce que chaque fois vous dites les partenaires internationaux, le partenariat, c'est que vous êtes dans le cadre de l'échange. Vous êtes dans le cadre et vous préservez la complémentarité. Parce que, quoi que l'on dise, les Nations Unies comptent aujourd'hui à peu près 194 États. Le Cameroun en est un membre. C'est pourquoi, quand on nous dit partenariat, oui, mais les partenaires nous gouvernent par votre place et ne vivent pas au quotidien ce que nous connaissons au Cameroun. Ce qu'on aurait souhaité aussi entendre. Mais pourquoi ces partenaires ne viennent pas nous donner un coup de main? Parce que nous attendons cela pour qu'on désarme tous ces Camerounais qui vivent aux États-Unis et qui financent cette guerre. Moi, je les cite ici. Je vous ai parlé d'Ayaba Cholukas. Il vit en Norvège. Nous attendons nos partenaires bilatéraux et multilatéraux qui nous aident à extrader Ayaba Cholukas, qui tient une grande organisation terroriste appelée Ambazonian Defense Force. Mais c'est connu, c'est financé. Ils s'affirment, ils clament haut et fort qu'ils vont créer un État ambazonien, contrairement aux prescriptions du droit international. C'est quand même assez curieux. Nous avons d'autres terroristes, vraiment il faut les appeler ainsi, qui vivent aux États-Unis. Je pense ici à Chris Anon. Il est connu, il vit aux États-Unis. Hein? Nous avons Eric Tato, Samé et Commun, et bien d'autres, qui financent le terrorisme.
Lorsque je vous parle de Samé Komé, qui était ici, il faut le rappeler, un partenaire de celui qui est en prison interim government. Écoutez, hein, il faut quand même rappeler que ce sont des choses très très graves. Très graves. On n'a jamais vu un État partenaire, aussi bien la France, les États-Unis ou bien d'autres, garder sur leur territoire des terroristes qui menacent leurs amis. Mais ils demandent à ce que le gouvernement discute avec ses leaders de mouvements séparatistes. Je vous parle des principes. Pourquoi le gouvernement ne discute pas avec ses leaders de mouvements séparatistes soyez neutre, pour mettre un terme à la crise? Monsieur Noufele, soyez neutre quand vous posez aussi vos questions. Je vous démontre par rapport à votre question où vous avez évoqué les partenaires internationaux. À peine j'ai placé un mot en vous démontrant qu'ils ne sont pas justes vis-à-vis du gouvernement, que vous me posez déjà une question sur la négociation. Laissez-moi finir la démonstration. Je vous dis que nulle part, en matière de relations internationales, on a vu un État souverain et ami garder des terroristes. Et moi, je vous démontre que l'une des positions qui intéresse d'ailleurs tous les Camerounais, et qui devrait intéresser Christophe Fomonyo. Je sais qu'il est un ami et il est très proche du nouveau président américain. Il est très proche d'Hillary Clinton. Je connais très bien Christophe Fomonyo. Et quand je vous parle ici, je vous parle en connaissance de cause. D'ailleurs, Christophe Fomonyo a crié haut et fort que, comme son ami Joe Biden est arrivé, et il est l'une des branches au sein du Parti démocrate qui gère les problèmes politiques en Afrique, Biya va tomber. On attend. Il ne l'a jamais déclaré professeur de Sangha Namding. C'est moi qui ne l'a pas dit. Pas avec moi quand je vais en France, aux États-unis et ailleurs. Il ne l'a jamais déclaré officiellement. Officiellement, dites-le. Ouais. On ne va pas lui prêter. On ne va pas lui prêter. Vous laissez les autres parler. Mais, je vous en prie, on ne va pas lui faire un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention. Restons sur la question. C'est un homme politique et très rigoureux et un enseignant en sciences politiques et juridiques sérieux qui vous parle. Je vous dis bien que c'est leur intention. Je vous dis donc ici que, sachez que, avec l'arrivée de Joe Biden, que nous avons pourtant soutenu, nous aussi quelque part, pour les raisons que je ne peux pas indiquer ici, eh bien, les partisans du club qu'anime Christophe Fomonyo s'en réjouissent parce qu'ils ont dit que la pression va venir. Vous avez raison, ce n'est pas le débat. Mais je voudrais quand même vous dire que, là où nous attendons nos partenaires bilatéraux, c'est-à-dire les États, et nos partenaires multilatéraux, c'est qu'ils n'entretiennent pas le terrorisme. Parce que je vous assure, monsieur Noufele, si on vous disait aux Américains que par exemple, Ben Laden se trouve comme par hasard au Cameroun, ils seraient venus le chercher ici. Bien. Et l'humanisme du président Paul Biya est connu. Lorsque la France était en difficulté, mais il fallait bien libérer le père Van der Bellen. Qui a négocié? Ce n'est pas le président Paul Biya. Donc je voudrais qu'on soit mesuré. J'exige ça sur ce plateau lorsqu'on parle des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Maintenant, revenons sur les questions de droit, évoquées à la fois de manière naïve par Edmond Kambia, qui me dit non, il n'a jamais entendu parler de ce qu'on appelle la surveillance préventive. Mon cher Edmond, maître, vous êtes, je vous le dis, hein, vous deux là, vous êtes brillants. Moi, je ne peux pas faire comme certains arrivent, quand ils n'ont plus d'arguments, ils se mettent à dire n'importe quoi et de manière irrévérencieuse parce qu'on vous contrarie sur un plateau, sur leurs adversaires de plateau. Vous êtes des gens à qui je consacre la reconnaissance. Et vous avez beaucoup travaillé, surtout vous mettre tapis, pour l'évolution et la transformation de notre système démocratique. Mais je peux me permettre de vous dire que oui, ce que j'ai dit est vrai lorsque je parle de surveillance préventive. Le droit est dynamique. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle les dynamiques sociales. Vous me rappelez ici ce que j'ai dit un jour à un étudiant, nous étions en soutenance. Bon, je faisais une critique sur ces référents bibliographiques. Je lui ai dit, mais écoutez, pourquoi vous n'êtes pas allé voir la web bibliographie, c'est-à-dire e-books, e-review, et même les sites internet, la date de jour et l'heure de la recherche? Et l'étudiant nous dit en jury, non, on ne nous a pas enseigné ça en cours de méthode de recherche. Parce que mon professeur, que je ne vais pas citer ici, hein, parce que j'ai du respect pour lui, j'ai dit à cet étudiant, lorsque votre professeur vous enseignait la méthodologie, il n'y avait pas Internet. Donc, vous voyez qu'il y a une dynamique sociale qui voudrait qu'un étudiant aujourd'hui, qui vous donne des référents bibliographiques, tienne compte de la web bibliographie, qui va plus vite qu'une bibliothèque. Et le droit, c'est pareil. Il y a deux types d'instruments qui encadrent le droit. Je vais vous expliquer pourquoi c'est juste ce que je dis. Il y a les instruments internationaux et il y a les instruments internes. Et je voudrais ici vous dire que c'est vous, ici,
Je me rappelle à plusieurs reprises, maître, lorsqu'il y a eu le débat sur le conflit électoral. Vous m'avez dit ici, oui, le MRC a saisi l'Union africaine, il y a la hiérarchie des normes, les traités et les accords sont au-dessus des lois internes. Je vous ai consacré cela. Lorsque je vous parle donc de la guerre préventive, aucun cahier de droit international ne prescrit l'intervention américaine en Irak. Les Américains ont dit, et leurs juristes, ben écoutez, voilà un problème, nous pensons que ces gens sont dangereux, nous devons intervenir avant. Dans la hiérarchie des normes, le droit se construit par des interprétations. Je sais que vous avez le défaut d'être positiviste, mais soufflez que je vous dise que pour mieux comprendre le droit, il faut concilier le droit positif, le positivisme et le post-positivisme. Les positivistes sont ceux qui chantent comme vous tous les jours. Oui, 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 la loi a dit ceci, le code a dit cela. Mais quand ce n'est pas prescrit, comment on fait? On invente les concepts. On crée des concepts. Parce que le droit a deux missions. Vous comme moi, nous partageons l'admiration pour un même maître en droit. Je discute souvent avec vous en privé. Vedel. Vedel a toujours opposé la force du droit et le droit de la force. À un moment donné, quand la force du droit, parce que les dynamiques sociales évoluent. Vous comprenez? Aujourd'hui, moi je me rappelle, je suis entré en 6e en 1977. Et en 1977, comme Edmond Cambia, ils sont plus jeunes que nous, ils aiment autre chose, on aimait la funk, on aimait la pop, on dansait même les slow. Aujourd'hui, les jeunes, c'est quoi? C'est le ragamuffin, c'est la R&B et le rap. Donc on appelle ça... Professeur, quand quelque chose est prévu par la loi, permettez-moi. Est-ce qu'on va encore dans la... Non, je vous demande que ce n'est pas prévu, permettez-moi. La dynamique ici démonstrative, dans la métaphore de la musique, où vous avez des jeunes qui aiment autre chose, on devrait créer des dynamiques qui encadrent cela. Je vous prends un cas de droit. Prenez le call-boxeur, maître, vous qui êtes un excellent juriste. Le call-boxeur, est-ce que l'État a créé un métier de call-boxeur? Non. Mais l'État taxe les call-boxeurs. C'est une activité commerciale? Non, permettez-moi, je vous montre la dynamique du droit, ne vous perdez pas. Et je voudrais ici vous dire que, est-ce que l'État camerounais a déjà créé un métier de bensikineur en droit? Un métier? Jamais. Or, je voudrais ici vous démontrer que les bensikineurs payent des taxes et des mémoires. C'est pas la même chose, professeur. Oui, non, ne m'aidez pas à interpréter. C'est pas la même chose. Je vous montre comment on construit les normes. Le droit a deux missions donc. Disons que ce n'est pas la même chose, je vous accorde ça. Oui. Au sens de Carbonnier, la prescription, on prescrit, et au sens de Carbonnier, il y a l'effectivité. Dans le cas d'espèce où le MSC a fait le désordre, nous avons estimé à un moment donné que M. Kamto devenait dangereux. Parce qu'il a dit, je marche, quel que soit ce que prescrit la loi. Il fallait donc trouver, au regard de tous ces groupes de pression que vous-même vous avez évoqués, les ONG, les amis, les bilatéraux, etc. Mais professeur, la présidente des femmes du MRC, elle a conduit un groupe de femmes qui ont marché nues pour aller soutenir qu'on lève le siège du domicile du président Kamto. Elle a été inculpée pour complicité d'insurrection. Oui. Est-ce qu'une femme qui marche nue dans la rue commet une infraction d'insurrection passible de la peine de mort, alors que en droit on appelle ça atteinte à la pudeur? C'est 6 mois. En droit positif. Voilà, elle a été écrouée pour complicité d'insurrection. Bon, c'est là où je dis que votre faiblesse, maître, je vais laisser mon temps de parole, mais la faiblesse de vous, les juristes comme vous, c'est que vous dites que le code dit que atteinte à la pudeur. Mais quand vous êtes comme moi, un juriste qui met à la fois l'institutionnalisme et le fonctionnalisme, c'est-à-dire la coutume. Dans nos coutumes, vous n'avez pas honte de dire sur un plateau que cette femme s'est déshabillée, on a vu les seins morts, on a vu des mauvaises... La coutume parle d'insurrection. Et la coutume parle aussi d'insurrection. Je concilie les deux. Je concilie les deux. Vous les conciliez pour aller devant le tribunal militaire pour le fait que des femmes aient marché... Là, c'est le code. Là, c'est le code. C'est pourquoi je partage votre point de vue, du moins votre sensibilité. Votre réserve. Non, pas de réserve. Je partage sa sensibilité qu'on nous demande de réviser ce code.
Maître est témoin et peut témoigner. Il faut donc abroger la Quand loi sur une le femme terrorisme. montre sa légitimité, c'est la malédiction pour Kamto. Ce que vous ne savez pas, elle est venue maudire Kamto. Alors, il a plus mon Terminez vos propos pour qu'on puisse avancer dans l'émission. Je voudrais donc vous dire que ne dites pas n'importe quoi. Le droit, c'est une science des maîtres. On ne peut pas seulement parler du droit sous le seul prisme de ce que ont écrit les Blancs, c'est-à-dire les codes. La coutume, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par coutume? La coutume est un mot de... On organisera un débat. Le droit prévoit la coutume. Le droit prévoit la coutume. Vous me laissez terminer. Vous allez revenir. Non, moi je quitte le plateau. Permettez à d'autres de réagir. Je vous jure, vous me laissez chuter. Il a pris mon temps de parole. Il a pris mon temps de parole. Vous avez 30 secondes, allez-y. Viens bien, non. Je ne veux plus de cette Allez-y. Je veux plus. Terminez vos propos pour les autres. Bon, je termine donc mon propos en faisant remarquer que lorsque le représentant du MRC ici nous parle de la popularité de Kamto, allez dans tous les villages africains. Il y a deux types de personnes populaires. Même dans nos villages, vous allez voir que celui qui rend des services aux gens, les gens corrects, sont très populaires. Et la deuxième catégorie, ce sont les voleurs. Le père du voleur est très populaire dans les villages. Donc ne venez pas vous en réjouir en nous disant qu'il est populaire. Il est tellement nuisible que je le compare à un voleur du village qui, lorsque son père passe, on dit voilà le fils, le père du grand voleur que tout le monde craint. J'aimerais qu'on puisse Alors voilà la vérité. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est très grave. On ne va pas. Monsieur Kamto est populaire parce qu'il n'est pas correct. On ne va pas être dans atteinte. Non, c'est la diffamation. C'est la diffamation. Soyez neutre. Soyez neutre. On ne va pas. Vous, en tant que journaliste, ne dites pas. Même si vous êtes 4 ici, je vous tiendrai. Professeur je vous tiendrai parce que je sais que vous avez tenu vos propos. Permettez à d'autres de réagir. Oui, j'ai chuté. Il n'est pas populaire parce qu'il est bien. Il est populaire parce que symboliquement, de manière métaphorique, il est le père du voleur. Pierre-Emmanuel Bignam, sur la question de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le chef de l'État Paul Biya accusé de ne pas jouer franc jeu, de manquer de sincérité et une posture qui pourrait faire à ce que la situation s'aggrave. C'est du moins le regard de Christophe Fomoniou au moment où le Conseil de sécurité des Nations Unies interpelle la France sur la situation qui se vit au Cameroun. Quel est le bilan que vous faites 4 ans après le déclenchement de la crise, 3 ans et demi après le début du conflit armé? Vous savez, j'aime beaucoup le professeur Messanga Nyamdine. Moi, je ne vais pas vous couper, je vous promets. Donc, c'est un grand homme que moi j'admire beaucoup, sincèrement. Merci beaucoup. Et sa présence sur Equinox montre que c'est un monsieur qui est animé à la fois du sentiment de combattre l'injustice, mais qui à un moment donné a aussi les mains liées, parce qu'il est lié à son parti. Donc on lui concède souvent ces prises de position qui sont normales. Bon, maintenant, concernant la position de la France sur la crise anglophone, je pense que d'entrée de jeu, il faut savoir que la France est un partenaire et qu'entre États, il n'y a pas d'amitié. Ce sont des intérêts qui sont mis en jeu. Bon, maintenant, de l'autre côté, quand on voit la réunion, il y a eu une réunion informelle qui s'est tenue l'année dernière en prélude du Conseil de sécurité. On constate que lors de cette réunion, la France est le pays qui a combattu le fait que le dossier de la crise anglophone soit mis sur la table du Conseil de sécurité. On a vu la France défendre vertement le gouvernement camerounais. Peut-être la France l'a fait selon les garanties et le mensonge d'habitude que le régime lui a donné en lui faisant savoir que nous sommes sur un processus de dialogue, grand dialogue national, où nous allons implémenter ceci et cela. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que la France pourrait encore avoir la même position. Parce que je me souviens, après le grand dialogue national, le président Paul Biya a fait un voyage à Lyon, au cours duquel il a rendu compte à son patron, Emmanuel Macron, de ce qu'ils ont appelé le grand, ils ont appelé ça le grand
débat national. Le grand dialogue. Non, ils ont parlé le grand débat national. Et lors de cet entretien, il lui a rendu compte de ce qui s'est passé. Je pense qu'en ce moment, nous étions encore en octobre 2019 et que la France avait espéré qu'un an après, il y aurait vraiment des avancées qui se feraient voir, visibles. Mais aujourd'hui, la France ne peut plus avoir la même position parce que entre octobre 2019 et décembre 2020, il y a eu l'escalade de la violence qui a atteint son paroxysme. On a connu les cas d'Ngarbou le 14 février de cette année. On a connu l'assassinat du maire de Manfé. On a connu tout récemment le cas de la privation du droit qui est un droit inaliénable, le droit à l'éducation, avec ce qui s'est passé à Kumba, l'assassinat des enfants. Donc, au vu de tout cela, la France ne peut plus accorder du crédit aux garanties que le gouvernement camerounais lui a données de ce qu'il maîtrise la situation. Tout le monde est d'accord aujourd'hui, tous les partenaires bilatéraux du Cameroun et même multilatéraux sont d'accord que la situation échappe au régime de Paul Biya. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et qu'il faut immédiatement et urgemment explorer d'autres voies de recours. Voilà pourquoi au niveau de la société civile, nous venons de célébrer le 62e anniversaire de la déclaration, 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où j'ai vu quand même la société civile se mobiliser. Le REDAC, par exemple, le REDAC a organisé un séminaire au cours duquel ils ont mis sur la table des thématiques qui mettent en lumière le vécu quotidien au Cameroun. Ils ont mis sur la table la thématique concernant les propos haineux et qui sont tenus dans les réseaux sociaux en milieu politique et, entre guillemets, le tribalisme étatique. Ils ont mis sur la table la thématique également de la crise anglophone pour laquelle il fallait trouver une résolution rapidement afin de mettre un terme aux atrocités qui sont commises de ce côté de notre pays. Donc, nous ne pouvons pas, en l'état actuel, dire que le gouvernement camerounais continue à maîtriser de bout en bout la situation. Il y a urgence que rapidement une commission soit mise sur pied, qu'elle soit une commission nationale ou internationale, mais qu'elle soit une commission qui va quand même réunir les gens autour d'une table, les protagonistes, le gouvernement, les séparatistes, tout le monde, la société civile, les partis politiques, je suis d'accord, pour rapidement trouver une solution. Qu'elle soit nommée commission justice, vérité et réconciliation ou quelle que soit la forme, mais c'est urgent, on ne peut plus continuer à regarder les choses sans rien faire. Après vous, Pierre-Emmanuel Bignam, Maître Lavoisier Tsaki, la posture du chef de l'État face à 4 ans de crise dans le Nord-Ouest, 3 ans de guerre, depuis plus d'1 an, ces deux régions sont économiquement sinistrées avec des centaines de milliers de déplacés dans les autres régions du Cameroun et des milliers de réfugiés au Nigeria. Il y a aussi cette question où près de 1000 enseignants sont appelés à regagner leur service dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils auraient déserté depuis déjà 3 ans du fait de la crise. Comment vous réagissez face à cet événement ? Ben, c'est la preuve que la situation sécuritaire dans les deux régions, elle reste pas du tout maîtrisée par le gouvernement. Vous allez vous rendre compte que les villes mortes continuent. Ça veut dire que les populations anglophones continuent d'exprimer leur mécontentement par rapport à la crise qui existe. Vous allez vous rendre compte que l'école n'a pas repris dans la plupart des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Il n'y a que quelques grandes villes où les élèves parviennent à aller à l'école. Vous allez vous rendre compte que le gouvernement continue de militariser les zones du sud-ouest et du nord-ouest. C'est la preuve que la situation n'est pas maîtrisée. Mais je pense que le professeur Messanga l'a dit tout à l'heure en appelant aux partenaires nationaux, aux partenaires du Cameroun, aux partenaires internationaux du Cameroun. C'est la preuve que la diplomatie camerounaise a échoué. Parce que si la diplomatie camerounaise était active et si elle avait joué son rôle, elle devait, cette diplomatie, amener les États où les têtes d'affiche de ces séparatistes, les pays où ils sont réfugiés, la diplomatie camerounaise devait amener ces États à réagir, à les interpeller, à les neutraliser et si possible même à les extrader. Personne n'est au courant de ce qui se passe.
dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les populations souffrent, les réfugiés ne sont pas retournés, donc la situation n'est pas maîtrisée. Et je pense que si la diplomatie a échoué, c'est parce que quelque part au sommet de l'État, c'est comme s'il y a une vacance du pouvoir. On a l'impression que le Cameroun n'est plus gouverné. Et d'ailleurs, quand on voit comment est-ce que nos ministres se comportent, chacun dans son domaine, on a l'impression que chaque ministre fait ce qu'il veut. Et qu'il n'y a pas une vraie coordination, de l'action gouvernementale. Donc si cette diplomatie a échoué à neutraliser les leaders de l'opposition séparatiste, c'est tapis à l'extérieur qui continuent de collecter l'argent pour envoyer sur le terrain. C'est pas bon. Et ensuite, il me semble que nous avons plusieurs fois développé sur ce plateau que il faut faire un vrai dialogue. Pas avec les séparatistes, Cédric. Faites le dialogue avec les anglophones qui veulent, même s'ils veulent le fédéralisme, professeur Mesanga, allons-y, discutons et on va les convaincre que peut-être la sécession n'est pas la bonne solution. S'ils veulent le fédéralisme et que vous ne voulez pas le fédéralisme, au moins on se serait assis autour d'une table et qu'on aura discuté. Parce que pour nous, c'est le fédéralisme qui est la solution à la crise anglophone actuelle. 80% d'anglophones sont fédéralistes. Et l'avantage du fédéralisme par rapport à la décentralisation que vous avez proposée, le SDF a proposé le fédéralisme. C'est le fédéralisme qui est la meilleure solution, qui rapproche le pouvoir de la population. Si vous prenez un seul exemple, l'Est Cameroun, on exploite le bois à l'Est Cameroun avant l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a les minerais à l'Est Cameroun. Mais regardez l'état de la population à l'Est. Regardez l'état des infrastructures. Parce que justement, s'il y avait un gouvernement fédéral à l'Est, Cédric, on aurait prévu que le bois, les minerais qui sortent de l'Est, et si ça produit 100 milliards, on laisse au moins 30 milliards à l'Est pour son développement. L'avènement des conseils régionaux peut-elle répondre à cette préoccupation? Absolument pas du tout. C'est ce qu'on appelle, ce que le gouvernement appelle décentralisation aujourd'hui. C'est une déconcentration des services de l'État renforcés. C'est une déconcentration, c'est pas une décentralisation. Est-ce que, regardez la loi sur les collectivités territoriales décentralisées, sur les régions, quels sont les pouvoirs qu'on accorde aux régions? Vous allez voir qu'il y a à peine quelques 5 points qui sont accordés aux régions: l'éducation, la santé, le sport, la culture. Il y a quelques points comme ça qu'on a pris, qu'on a accordé aux régions. Le reste relève du pouvoir central. Et ensuite, on dit dans cette loi qu'il y aura une fonction publique locale. Oui. Croyez-vous, Cédric, que le président Paul Biya soit prêt à faire que les enseignants du primaire, du secondaire soient gérés par les régions? Croyez-vous que les médecins dans les hôpitaux des districts, départementaux, régionaux, que le président Paul Biya actuellement accepte que ces gens soient gérés par les régions? Non. Pourquoi pas? Ça, c'est des choses qui n'arriveront jamais. Il ne faut pas tromper le peuple camerounais. L'actuelle décentralisation, c'est de la poudre aux yeux. C'est une déconcentration déguisée. Parce qu'on n'aura pas de gouverneur élu. Oui. Les sous-préfets, les préfets vont être là et continuer à gérer. Et vous savez, professeur Mesanga, parce que je sais que vous maîtrisez la loi sur la décentralisation, oui. Vous savez que les décisions prises par le conseil régional, si le gouverneur ne les valide pas, ils ne sont pas applicables. Oui. Le gouverneur qui est nommé. Pas un élu, il est nommé. Donc l'administration centrale garde la haute main sur le fonctionnement des régions. Il y a qui dans le bureau des régions? Il y a un président, un vice-président, 2 secrétaires, 2 questeurs, c'est tout. Est-ce que dans le budget de 2021, vous avez prévu un budget autonome par région? Non. De quelle décentralisation on parle, Cédric? C'est de la poudre aux yeux. Alors comment on sort donc de cette crise multiforme? On est à la fin de l'année 2020, une année qui a été marquée par de multiples crises sur le plan politique, par l'escalade des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest, une résurgence du terrorisme à l'extrême nord du Cameroun et les attaques qui se multiplient à l'est et dans une partie de l'Adamawa. Comment on sort de ces multiples crises? Le SDF a déjà donné la solution pour sortir de cette crise. Premièrement, libération de tous les prisonniers politiques. Il faut libérer tous les anglophones qui ont été arrêtés dans le cadre de cette crise. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, décréter un cessez-le-feu. Même si c'est unilatéral,
Si le gouvernement dit aujourd'hui, je décrète un cessez-le-feu, je vous jure, il y aura cessez-le-feu dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ensuite, ouvrir le dialogue inclusif. Le SDF l'a dit dans les résolutions. Le chairman est allé lui-même le dire au président Biya, ouvrir le dialogue, libérer les gens là, ordonner le cessez-le-feu. Et je pense que le problème va se résoudre de lui-même. Mesdames, Messieurs, sur la fin de cette émission, merci à vous, Maître Lavoisier de Sapi et Pierre-Emmanuel Bignam, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, messieurs, professeur Msanga Nyamding et Edmond Kambiab, d'avoir participé à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.